Le PDG millionnaire a invité sa femme de ménage la plus laide à l'accompagner à une réunion importante après avoir perdu un pari, mais il n'imaginait pas qu'elle sauverait son entreprise de la faillite. À Paris, dans le 8e arrondissement, là où l'élégance se confond avec l'arrogance et où chaque regard semble vouloir évaluer la valeur d'un homme par la coupe de son costume, Thibaut Moreau régnait sur sa tour de verre comme un jeune roi sans couronne. À seulement 30 ans, il avait bâti la Nexel, une start-up technologique devenue en 4 ans une des plus prometteuses de l'écosystème européen. Son ascension fulgurante faisait la une des magazines économiques, qui vantèrent son génie, sa vision et, bien souvent, son insupportable suffisance. Dans les dîners de gala, il parlait plus fort que les autres. Dans les réunions, il écoutait moins qu'il ne parlait. Mais il gagnait, toujours. Et cela suffisait pour que son entourage oublie ses défauts, du moins en surface. Sa vie quotidienne, rythmée par des appels à l'international, des voitures de luxe, des jets privés et des soirées privées sur des rooftops réservés, semblait tout entière orientée vers la performance et l'image. Pourtant, dans l'ombre de cette vie éclairée par les flashs des photographes économiques, une présence discrète s'activait chaque jour sans faire de bruit, Léa Martin. Employée domestique depuis un peu plus de 3 ans, elle travaillait dans la grande maison haussmannienne de Thibaut, avec une régularité presque invisible, comme une horloge silencieuse que personne ne prend la peine de regarder, mais dont on sentait l'absence à la moindre panne. Léa était une femme dans la trentaine, aux cheveux toujours attachés en un chignon bas, vêtue d'un uniforme sobre qui lui donnait des airs de gouvernante ancienne. Elle parlait peu, répondait toujours avec une politesse irréprochable et disparaissait des pièces avant même qu'on ne réalise qu'elle était là. Aux yeux de Thibaut, elle n'était qu'un élément fonctionnel de sa maison, comme l'éclairage automatique ou le système de sécurité. Il ne connaissait rien d'elle, sinon son prénom inscrit sur le contrat signé par son gestionnaire de biens. Il ignorait ses habitudes, ses goûts, son passé, et il ne s'en préoccupait pas. Les rares fois où il avait posé les yeux sur elle avec un minimum d'attention, c'était pour se demander pourquoi elle ne cherchait pas un autre poste. Elle ne semblait ni dynamique, ni ambitieuse, ni particulièrement utile au-delà du strict nécessaire. Elle faisait le ménage, servait le café, nettoyait les vitres, rangeait ses chemises, et cela s'arrêtait là. Jamais un mot plus haut que l'autre, jamais une question. Un fantôme utile, mais sans personnalité. Pour les invités qui fréquentèrent la maison, associés, influenceurs, célébrités passagères, Léa n'existait pas. Elle entrait, sortait, comme un accessoire du décor. Certains la prenaient pour une intendante, d'autres pour une sorte de gouvernante silencieuse. Personne ne songeait à lui parler, et elle n'en semblait ni blessée ni surprise. Son regard baissait naturellement à chaque contact visuel, comme si elle s'était installée dans une forme d'invisibilité choisie. Thibaut, pour sa part, était à 1000 lieues de toute forme d'introspection. Son monde était peuplé de chiffres, de pitch, de valorisation en millions d'euros, et d'une course permanente vers le prochain tour d'investissement. Ce qui ne produisait pas, ce qui ne brillait pas, ce qui ne se monnayait pas ne méritait pas son attention. C'est dans cet univers de contrastes extrêmes, entre vitres teintées et tapis moelleux, entre égos hypertrophiés et servitudes silencieuses, que la dynamique entre Thibaut et Léa s'était installée. Un homme qui avait tout vu sauf l'essentiel. Une femme qui avait tout caché sauf l'indispensable. Rien ne laissait présager que leur destin s'entrelacerait un jour, encore moins dans un contexte où l'humiliation et le hasard allaient ouvrir les portes d'une vérité longtemps dissimulée. Et pourtant, au détour d'une soirée où l'alcool, les rires faciles et les provocations puériles allaient jouer avec les règles du bon goût, une décision allait tout bouleverser. Mais pour l'instant, Thibaut brillait, Léa s'effaçait, et le monde poursuivait son illusion de stabilité. Le ciel de Paris s'était teinté de pourpre ce soir-là, baignant la terrasse du penthouse de Thibaut d'une lumière dorée qui flattait les verres de cristal, les montres suisses et les éclats de rire bruyants. Une dizaine de convives s'étaient installés autour de la grande table en teck, savourant cocktails et anecdotes savamment exagérés. Ce cercle restreint, composé d'anciens camarades d'école de commerce, d'entrepreneurs ambitieux et d'influenceurs financiers, partageait avec Thibaut plus que des souvenirs, une même obsession pour la réussite affichée. La soirée avançait, rythmée par les sons électroniques d'un DJ privé et les allers-retours discrets du personnel de service. L'alcool coulait librement, détendant les esprits,
rendant les propos plus crus, les rires plus aigus. C'est dans cette ambiance mi-euphorique, mi-provocante, qu'un des invités, Clément, lança une série de paris absurdes, défiant tour à tour les autres convives, à se ridiculiser ou à relever des gages de plus en plus improbables. Quand vint le tour de Thibault, la question fut posée avec un sourire narquois. « Et toi, Moreau, es-tu capable d'amener la personne la plus improbable de ta maison à la prochaine réunion des investisseurs? Une vraie, avec les gros bonnets. Pas une réception mondaine, non, une réunion stratégique. » Le défi fit éclater la tablée de rire. Thibault, légèrement éméché, ne réfléchit pas longtemps. L'idée de transformer l'excellence en farce, de tourner en dérision ce qu'il maîtrisait le mieux, le séduisit dans l'instant. Il parcourut la terrasse du regard, s'attardant sur les silhouettes familières de ses collaborateurs présents, puis, en fixant la baie vitrée derrière laquelle passait Léa avec un plateau, son sourire se fit carnassier. « Parfait. Je vais inviter Léa, ma femme de ménage. C'est, de loin, l'élément le moins stratégique de cette maison. » Les rires redoublèrent. Quelqu'un lâcha. « Tu vas vraiment emmener cette ombre à un rendez-vous avec des investisseurs de Luxembourg ?» Thibault haussa les épaules, amusé par sa propre audace. « Pourquoi pas? Je tiendrai parole. Ce sera divertissant. » Léa, qui avait tout entendu depuis l'encadrement de la porte vitrée, ne broncha pas. Elle s'approcha calmement, posa le plateau de verre sur la table basse, puis tourna la tête vers Thibault. Son regard croisa le sien. Elle ne souriait pas vraiment, mais ses yeux exprimaient une sérénité presque déroutante. Puis, sans hausser la voix, elle répondit « Si l'invitation est sérieuse, j'accepte. » Un silence se fit. L'assemblée, surprise par son audace, attendait une réaction de Thibault, qui resta un instant figé. Puis il éclata de rire. « Très bien, tu viendras. Lundi prochain, 11 h du matin. Prépare-toi à faire forte impression, Léa. » Il ponctua sa phrase d'un clin d'œil moqueur, certain que l'humiliation à venir allait renforcer sa position de chef charismatique et provocateur. La tablée reprit ses plaisanteries, mais Léa ne réagit pas. Elle se contenta de s'éloigner, droite, silencieuse, laissant derrière elle un parfum d'énigme. Les jours suivants, Thibault évoqua à plusieurs reprises cette idée comme une blague devenue engagement. Ses associés le prirent à moitié au sérieux, pensant qu'il annulerait au dernier moment ou que Léa trouverait une excuse. Mais elle ne disait rien. Elle continuait son travail comme si de rien n'était, polie, discrète, méthodique. Et pourtant, une infime tension s'installait dans la maison. Quelque chose avait été déplacé. Une frontière invisible venait d'être franchie. Le lundi arriva plus vite que prévu. Thibault, enfilant son costume sur mesure, jeta un regard distrait vers le salon où Léa, vêtue d'un tailleur gris clair impeccablement ajusté, qu'il ne lui avait jamais vu auparavant, l'attendait. Elle tenait une mallette en cuir, sobre, élégante. Il faillit lui demander d'où venait cette tenue, puis se ravisa. Ce n'était qu'un jeu, après tout, un pari, un divertissement. Il ne savait pas encore que ce jour-là, chaque sourire moqueur deviendrait un souvenir cuisant, et que l'invisible allait soudainement devenir incontournable. Le bâtiment se dressait au cœur du quartier d'affaires de la Défense, gigantesque et impersonnel, à l'image de ceux qui le fréquentaient. Ce matin-là, un silence tendu régnait dans la salle de conférence, située au 30e étage. Une pièce immaculée aux grandes baies vitrées offrant une vue vertigineuse sur Paris. Les membres du comité d'investissement luxembourgeois n'étaient pas du genre à perdre leur temps. Leur ponctualité était militaire, leur patience quasi inexistante. Et Thibault le savait mieux que quiconque. Ce rendez-vous était capital. Derrière les apparences de stabilité affichées par Nexel, les chiffres racontaient une autre histoire. Les derniers contrats internationaux avaient été repoussés, certaines levées de fonds prévues s'étaient évaporées et les dettes s'accumulaient à un rythme silencieux mais implacable. Si cette réunion échouait, il ne restait à la start-up qu'environ 6 mois de respiration avant l'asphyxie. Thibault entra dans la pièce avec son assurance habituelle, costume anthracite, montre italienne, sourire confiant. À ses côtés marchait Léa, droite, presque stoïque. Vêtue de son tailleur gris clair, elle contrastait avec les costumes noirs et les robes de créateurs qui dominaient la table ovale. Son arrivée fit naître une onde de perplexité à peine dissimulée parmi les invités. Quelques regards échangés, un froncement de sourcils, mais personne n'osa poser la question. Qui était-elle? Pourquoi était-elle là? Thibault s'éclaircit la gorge et prit la parole sans attendre. « Mesdames, messieurs,
je vous remercie pour votre présence. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter non seulement notre nouveau plan de développement, mais aussi une approche, disons, plus audacieuse. Voici Léa Martin, une observatrice externe dont la perspective nous a semblé digne d'intérêt. Les regards se figèrent sur elle, sans bien comprendre. Léa s'inclina légèrement mais ne parla pas. Elle s'assit à côté de Thibaut, ouvrit un carnet en cuir et prit silencieusement des notes. Elle n'interrompit pas, ne sourit pas, ne chercha pas à s'imposer. Elle était simplement là, comme un élément inhabituel, planté dans ce décor de chiffres et de pouvoir. La réunion débuta. Thibaut déroula les slides de présentation, exposa les projections de croissance, les innovations technologiques à venir, les nouvelles synergies prévues avec des partenaires européens. Il parlait avec aisance, mais quelque chose dans sa voix trahissait une tension sous-jacente. Il savait que le vernis était mince. Il savait aussi que certains de ses investisseurs avaient déjà retiré leur soutien à d'autres startups dans des situations similaires. Peu à peu, les questions se firent plus pressantes. Un homme en costume bleu nuit, le visage fermé, demanda pourquoi les chiffres du trimestre précédent n'étaient pas en ligne avec les prévisions annoncées 6 mois plus tôt. Une femme à l'accent germanique mit en doute la viabilité d'un partenariat avec un fournisseur polonais dont la solvabilité était déjà entachée. Thibaut tenta de répondre avec son habituel charisme, mais les objections s'accumulaient. Léa restait immobile, écoutant chaque mot. Puis, alors qu'un investisseur demandait des précisions sur un graphique montrant les courbes de rentabilité projetées, elle leva lentement la main. Le geste, inattendu, suspendit la discussion. Thibaut tourna la tête vers elle, surpris, presque inquiet. « Pardon, dit-elle calmement, mais il y a une erreur dans la courbe de projection. L'échelle temporelle ne correspond pas aux données du tableau précédent. Et le coefficient de marge utilisé dans la simulation du mois de décembre est surestimé de 25%. Un silence brutal s'abattit dans la salle. Les regards se tournèrent vers Thibaut, puis à nouveau vers Léa. Le dirigeant tenta de sourire, visiblement agacé. « Léa, ce n'est pas le moment. » Mais l'homme en costume bleu l'interrompit. « Non, attendez, elle a raison. Montrez-moi la diapositive numéro 8 à nouveau. » Thibaut obtempéra, les mâchoires crispées. Léa s'approcha légèrement, pointa un détail avec son stylo. Si l'on utilise les données de base figurant dans les annexes, la marge nette ne dépasse pas 8%, pas 12% comme indiqué ici, et cela modifie l'ensemble des projections à moyen terme. Un des investisseurs ouvrit son ordinateur, vérifia les chiffres, il acquiesça lentement. « Impressionnant. Comment avez-vous remarqué cela ?» Léa haussa les épaules. « Je lis les rapports quand j'ai le temps, et je suis formé pour cela. » Le silence se fit plus dense. Thibaut, désormais pâle, sentait le sol se dérober sous ses pieds. Ce qui devait être un divertissement, un acte de moquerie légère, venait de se transformer en démonstration inattendue. Les regards amusés du début s'étaient mués en concentration sérieuse. Pour la première fois depuis des mois, il n'avait plus le contrôle de la pièce. Et dans le regard tranquille de Léa, quelque chose brillait. Ce n'était pas de l'orgueil, ce n'était pas de la revanche. C'était simplement la vérité nue, dérangeante et incontestable. Le poids du silence à cet instant précis avait plus d'impact qu'un cri. Autour de la table, les regards s'étaient figés sur Léa, dont la voix calme avait fracturé l'arrogante confiance de Thibaut en quelques phrases. Le dirigeant, toujours debout devant l'écran, peinait à retrouver ses mots. Il tenta un rire nerveux, espérant alléger l'atmosphère. « Bon, voilà qui prouve que même les plus grandes présentations peuvent bénéficier d'un œil extérieur. On ne va pas en faire un drame, n'est-ce pas ?» Mais le ton sonnait faux, comme une corde mal tendue. L'homme au costume bleu, qui s'était déjà montré méfiant, répondit avec une froideur implacable. « Nous ne sommes pas ici pour jouer, monsieur Moreau. Cette réunion devait être stratégique. Vous avez présenté des chiffres inexacts et votre consultante improvisée vient de démontrer que votre entreprise repose sur des projections erronées. Je me demande si votre direction est à la hauteur de notre engagement financier. » Thibaut sentit ses entrailles se contracter. Il tenta de reprendre la main, s'approchant de Léa sans la regarder directement. « Merci pour votre remarque, Léa. Vous pouvez retourner vous asseoir. » Mais elle ne bougea pas. Au lieu de cela, elle tourna légèrement la tête vers le reste de la salle. Ce n'est pas une question d'engagement financier, c'est une question de logique. Les flux de trésorerie prévisionnels sont mal alignés avec les cycles de dépenses. La société, dans sa forme actuelle, court à la rupture de liquidité avant la fin de l'année.
Cette fois, c'en était trop pour Thibault. Il fit un pas en avant, la mâchoire crispée. Léa, cela suffit. Elle tourna alors son regard vers lui, et pour la première fois, il s'y attarda. Ce n'était pas un regard insubordonné, ni même un regard de défi. C'était un regard d'égalité, dénué de peur, d'arrière-pensée ou de provocation. Elle ne voulait pas gagner, elle ne voulait pas humilier, elle voulait simplement être écoutée. C'est alors qu'un des investisseurs, jusque-là resté en retrait, prit la parole. « Mademoiselle Martin, pouvez-vous développer ce que vous venez de dire? J'aimerais comprendre votre raisonnement. S'il est fondé, cela pourrait expliquer plusieurs incohérences qui nous ont interpellés depuis des mois. » Thibault, médusé, s'écarta légèrement. Il n'était plus au centre de la scène. C'était elle, Léa, cette femme qu'il avait tournée en ridicule, qui captivait désormais l'attention. Léa s'avança doucement, sans emphase, et s'exprima avec clarté, utilisant des termes techniques sans jamais perdre en précision. Elle redessina sur le tableau blanc numérique une synthèse des flux de dépenses réels, des marges nettes sur les différents produits de Nexel, et surtout une projection basée sur des variables prudentes mais réalistes. Chaque chiffre s'alignait, chaque courbe s'expliquait. Il n'y avait ni fioriture ni esbrouffe, juste une analyse limpide. Peu à peu, les membres du comité cessèrent de consulter leurs notes. Ils écoutaient, ils prenaient des photos du tableau, ils posaient des questions, et elle répondait. Thibault, assis maintenant sur le bord de la table, les mains croisées, regardait cette scène comme s'il n'y avait jamais appartenu. Son orgueil blessé hurlait en silence, mais une autre voix, plus ténue, plus ancienne, surgissait dans son esprit. Une voix qu'il avait longtemps ignorée, celle du doute. Et dans ce doute, une vérité commençait à émerger. Léa n'était pas une anomalie, elle n'était pas un accident de parcours, elle était exactement à sa place. Et lui, pour la première fois, ne l'était peut-être plus. Quand la présentation improvisée se termina, un des investisseurs se leva. « Nous suspendrons notre décision finale, mais je vous conseille vivement, Monsieur Moreau, de revoir la composition de votre conseil stratégique. Mademoiselle Martin, je vous remercie. Vous avez évité une erreur d'évaluation majeure. » Thibault se leva, tenta de retrouver sa superbe, salua poliment, puis accompagna Léa hors de la salle. Le couloir, silencieux, devint soudain oppressant. Il marcha quelques pas, puis s'arrêta. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» Léa se tourna vers lui. « Parce que vous avez demandé que je vienne. » Il la fixa, troublé. Elle ne souriait pas. Elle ne cherchait pas de reconnaissance. Elle avait dit cela comme une évidence. Et il comprit, sans qu'elle ait à le dire, qu'il venait de rencontrer quelqu'un qu'il n'avait jamais pris la peine de voir. Le silence persista durant tout le trajet de retour. Thibault conduisait lui-même, une habitude qu'il avait abandonnée depuis des années, préférant les chauffeurs et leur discrétion mécanique. Mais aujourd'hui, il avait eu besoin de ce contrôle élémentaire, comme si le contact avec le volant, le bruit du moteur, l'enchaînement des feux rouges et des virages lui permettait de garder pied dans une réalité soudainement mouvante. Léa, assise à sa droite, gardait le regard tourné vers la fenêtre. Elle n'avait pas prononcé un mot depuis qu'ils avaient quitté l'immeuble de la Défense. Elle n'était ni soucieuse, ni triomphante. Elle semblait simplement présente, comme toujours, à la fois là et ailleurs. Thibault jetait de temps en temps des regards furtifs dans sa direction, luttant contre un tourbillon d'émotions contradictoires. Agacement, humiliation, mais aussi un début de fascination mêlé à une inquiétude nouvelle. Une fois rentré dans la maison, il n'attendit pas une minute de plus. « Assieds-toi, Léa, j'ai besoin de comprendre. » Elle le fit sans hésiter, prenant place dans le salon qu'elle connaissait mieux que quiconque, mais où elle n'avait jamais été invitée à s'asseoir. Thibault resta debout face à elle, les mains croisées dans le dos. « Qui es-tu vraiment ?» Elle releva lentement les yeux vers lui. « Léa Martin, ce n'est pas ce que je veux dire. D'où viens-tu? Tu as une formation. Tu travailles ici depuis 3 ans comme femme de ménage. Et aujourd'hui, tu corriges un plan financier devant des investisseurs qui contrôlent des milliards ?» Elle le regarda longuement, comme si elle évaluait la sincérité de sa question. Puis, elle parla. « J'ai étudié les mathématiques appliquées à l'université de Lyon. Puis j'ai intégré HEC pour un double diplôme en économie quantitative. À 29 ans, j'étais analyste senior dans un cabinet de conseil en gestion de risque. Un jour, tout s'est arrêté. » Thibault fronça les sourcils. « Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle hésita un instant,
puis répondit d'une voix posée. « Mon frère s'est suicidé. Il avait 24 ans. Il n'avait jamais trouvé sa place dans ce monde. C'était un génie discret, hypersensible, incapable de supporter la violence silencieuse des rapports de pouvoir. Il travaillait dans une start-up. Il s'est fait broyer. J'ai tout quitté après ça. » Le silence se fit à nouveau. Thibault ne bougeait plus. Léa reprit, le regard lointain. « J'ai essayé de rester dans ce milieu, mais je ne supportais plus le langage, les mensonges, les sourires mécaniques. Alors je suis parti. J'ai voulu redevenir invisible. Nettoyer, ranger, écouter en silence. C'était une façon de respirer, de ne plus être en représentation. Cette maison m'offrait cela. Personne ne posait de questions. Personne ne regardait vraiment. » Il s'assit enfin lentement, comme si son propre poids était devenu trop lourd. « Tu veux dire que tout ce temps, tu suivais ce que je faisais ?» Elle acquiesça. « Les chiffres sont ma langue. J'ai regardé vos rapports, vos courbes, vos erreurs. J'ai observé. Et j'ai vu le mur approcher. » Il passa une main sur son visage, sidéré. « Pourquoi ne rien avoir dit avant? Ce n'était pas à moi d'intervenir. Jusqu'à ce que tu m'invites. » La phrase résonna dans l'air comme un écho ironique. Thibault comprit alors l'ampleur de sa propre arrogance. Ce qu'il avait pris pour une farce, une moquerie sans conséquence, venait de l'ouvrir à une vérité bien plus vaste, celle de son aveuglement. Et dans cette révélation, il sentit pour la première fois une brèche dans sa façade. Il se leva. « J'ai besoin de réfléchir. Tu peux disposer. » Mais Léa ne bougea pas immédiatement. Avant de se lever, elle dit une dernière chose. « Je ne cherche rien, ni reconnaissance, ni revanche. Mais si tu veux sauver ta société, il va falloir arrêter de jouer au visionnaire et commencer à écouter. » Puis elle sortit, laissant Thibault seul, au cœur d'un luxe devenu soudain ridicule face à une certitude nouvelle. Il ne comprenait plus rien à ce qu'il croyait maîtriser. Le lendemain de la réunion, la Nexel semblait vibrer d'une tension nouvelle. Le siège, habituellement rythmé par l'efficacité glaciale de ses employés, bruissait désormais de chuchotements et de regards échangés dans les couloirs. Une rumeur avait commencé à circuler dès l'aube. Thibault Moreau aurait été publiquement corrigé par une femme de ménage devant les investisseurs principaux. Ce murmure, d'abord discret, s'était amplifié comme une onde dans un lac calme, jusqu'à atteindre les murs les plus feutrés du conseil exécutif. À 10 heures précises, la salle de réunion du 14e étage accueillait les membres les plus puissants de la direction. Ils étaient 5, tous choisis par Thibault lui-même, tous vétérans de la finance, du droit ou de la stratégie numérique. Ce matin-là, aucun d'eux ne semblait disposé à faire preuve de patience. Lorsque Thibault entra, vêtu d'un costume gris foncé et le regard marqué par une nuit sans sommeil, l'atmosphère était déjà lourde de reproches. C'est Alain Verrier, le directeur juridique, qui prit la parole en premier. « Thibault, je vais être direct. Qu'est-ce que cette mascarade ? Tu emmènes une femme de ménage à une réunion stratégique et tu la laisses parler de nos marges comme si elle avait accès au tableau de bord ?» Thibault s'assit, posant calmement ses mains sur la table. « Ce n'était pas prévu, mais elle avait raison. Et vous le savez. »« Ce que je sais, répondit Martine Descours, directrice financière, c'est que nous avons perdu la face. Et que maintenant, même les partenaires de fonds américains nous contactent pour comprendre ce qui se passe dans cette maison. » Elle a mis en lumière des failles que nous avons tous laissées passer, rétorqua Thibault. Cela devrait nous alerter, pas nous ridiculiser. Tu veux dire que tu comptes l'écouter ? Poursuivit Alain, les sourcils levés. C'est une employée de maison, Thibault. Pas une analyste. Ce qu'elle a fait, c'est de l'ingérence. Non, ce qu'elle a fait, c'est de l'analyse. Et probablement meilleure que la moitié des cabinets que nous avons payés ces 2 dernières années. Un silence pesant s'installa. Martine croisa les bras. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? L'engager comme conseillère stratégique? Lui confier l'audit interne? Thibault fixa un instant ses collègues. Sa voix, bien que calme, avait cette fermeté nouvelle qui trahissait un changement intérieur. Je veux qu'elle m'expose son plan. En privé. Je prendrai ensuite une décision. Elle n'a pas de contrat, ni de fonction officielle ici. Elle ne doit plus remettre les pieds dans ce bâtiment, déclara Alain. C'est moi qui décide de qui entre ou sort de cette entreprise, répliqua Thibault. Je vous rappelle que c'est moi qui ai fondé la Nexel, et que c'est ma responsabilité de la sauver, y compris en prenant des décisions que vous ne comprenez pas encore. Les membres du conseil échangèrent des regards sombres. L'autorité de Thibault n'avait jamais été remise en question de manière frontale,
Mais cette fois, il pressentait une fracture. Lui, de son côté, sentait l'orgueil reculer peu à peu pour faire place à une forme de lucidité nouvelle. Il ne cherchait plus à avoir raison. Il voulait que la société survive. Et pour cela, il savait qu'il devait écouter Léa. Quelques heures plus tard, dans un bureau discret du dernier étage, il la fit venir. Léa entra, vêtue de façon simple comme à son habitude. Elle salua sans cérémonie, s'assit et ouvrit un dossier. « J'ai rassemblé les données essentielles des 18 derniers mois. Je peux vous montrer où sont les principales fuites de capital, les erreurs de prévision et comment corriger tout cela en 3 étapes. » Thibault l'écouta sans l'interrompre. Chaque phrase était précise. Chaque graphique s'appuyait sur des faits. Elle n'avait pas besoin de séduire ni de convaincre. Elle exposait. Et dans cette simplicité, il reconnaissait une force qu'il n'avait jamais su cultiver. La vérité sans phare. Quand elle termina, il resta silencieux un instant puis déclara « Je veux qu'on travaille ensemble. » Officieusement. Pas un poste, pas de titre. Tu continues comme tu veux, mais je veux que tu sois ma consultante, la nuit, à huis clos. Léa acquiesça. À une condition. Tu ne me nommes jamais en public, et personne, pas même ton conseil, ne doit savoir ce que je fais. Il hésita, puis accepta. Cette alliance secrète, née d'un pari cruel, allait bientôt devenir la seule chose capable de sauver l'Empire qu'il croyait invincible. Dès la semaine suivante, un changement discret s'installa dans les nuits de la Nexel. Tandis que les étages inférieurs du siège se vidaient à partir de 20 heures, les lumières du bureau de Thibault restaient allumées bien au-delà de minuit. Là, à huis clos, 2 figures que tout opposait collaboraient en silence. Il n'y avait ni protocole, ni hiérarchie visible. Juste une concentration partagée, presque symbiotique, entre 2 intelligences désormais liées par la nécessité. Léa, fidèle à sa condition, arrivait sans bruit dans des vêtements simples, toujours à pied, toujours ponctuels. Elle apportait des classeurs, des fichiers imprimés, parfois même ses propres annotations manuscrites sur des feuilles à carreaux. Thibault, au fil des séances, abandonna peu à peu son ton professoral, apprenant à poser des questions au lieu d'imposer des réponses. Leur communication se fit plus fluide, plus précise, presque chirurgicale. Ils passèrent en revue les contrats en cours, les engagements à long terme, les partenariats sous-performants. Léa repéra rapidement plusieurs clauses abusives, des frais dissimulés, des pourcentages de pénalités qui coûtaient à la Nexel plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Avec son œil clinique, elle proposa de résilier ou renégocier ces accords en toute discrétion, en minimisant l'impact juridique. Mais c'est dans les prévisions de croissance qu'elle fut la plus décisive. Elle démontra que les produits phares de la Nexel, censés générer une explosion de revenus à moyen terme, saturaient déjà leur marché cible. L'entreprise investissait massivement dans un potentiel qui n'existait plus. Elle proposa un redéploiement stratégique, réduire les dépenses en marketing sur ces segments et concentrer les efforts sur 2 niches encore peu explorées. Thibault, d'abord sceptique, valida après 2 simulations précises. Le modèle tenait. Peu à peu, les premiers résultats apparurent. Les marges se redressèrent lentement. Le flux de trésorerie se stabilisa. Certains partenaires cessèrent de réclamer des ajustements constants. Et même si personne ne comprenait exactement ce qui se passait, les membres du conseil observaient une amélioration tangible. Officiellement, Thibault expliquait cela par une révision interne des méthodes. En réalité, il appliquait presque à la lettre les recommandations de Léa. Chaque nuit renforçait leur dynamique étrange. Il y avait peu de place pour l'intime. Leurs échanges restaient techniques, rigoureux, parfois traversés d'un silence respectueux. Mais Thibault changeait. Léa le voyait. Moins d'arrogance dans ses gestes, plus d'écoute. Il commençait même à anticiper certaines de ses remarques. Il apprenait. Et elle, discrètement, prenait plaisir à le voir évoluer sans jamais lui faire remarquer. Le jour, elle reprenait son rôle habituel, balayant les couloirs, servant le café, s'effaçant devant ceux qui ne voyaient en elle qu'une ombre sans importance. Personne ne soupçonnait que le salut de l'entreprise émergeait de ses mains la nuit venue. Elle acceptait cette invisibilité avec une forme de sagesse. Ce qu'elle cherchait n'était ni la gloire, ni la revanche. C'était la rigueur, la clarté, et peut-être, quelque part, la paix. Une nuit, alors qu'il concluait une longue séance d'analyse budgétaire, Thibault s'attarda un instant avant de refermer son ordinateur. « Tu sais,
J'ai toujours cru que le pouvoir, c'était de tout maîtriser. » Léa, assise en face, lui répondit sans lever les yeux de ses feuilles. « Le pouvoir, c'est de savoir à qui confier ce que tu ne maîtrises pas. » Il resta silencieux, méditant cette phrase. Elle ne l'avait pas dit pour briller. Elle ne cherchait pas à enseigner. Elle disait simplement ce qu'elle pensait. Et il comprit que dans ce bureau éclairé par une seule lampe, au milieu des chiffres et des silences, il avait enfin trouvé quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment connu. La vérité dans sa forme la plus sobre. Et pourtant, il ne se doutait pas que cette paix fragile serait bientôt menacée. Car tout ce qui grandit dans l'ombre finit un jour par attirer la lumière. Et certaines vérités, aussi puissantes soient-elles, dérangent ceux qui vivent du mensonge. L'air au sein de la Nexel devint soudain électrique. Le redressement discret de la société, impulsé par les calculs silencieux de Léa, laissait déjà entrevoir des signes encourageants. Un léger remonté des marges, des contrats non renégociés en suspens réglés, un flux de trésorerie stabilisé. Pourtant, les coulisses du siège vibraient d'une rumeur inquiétante. Un des directeurs, jaloux et nerveux, prêtait attention aux allées et venues tardives de Thibault et de l'inconnu qu'il pénétrait en catimini. Ses soupçons, cultivés dans l'ombre, étaient sur le point d'exploser. Un matin, un communiqué interne, soigneusement préparé, arriva sur les écrans de tous les cadres supérieurs. Il expliquait que la Nexel venait d'ouvrir une enquête strictement confidentielle sur les irrégularités dans la gestion interne. Aucun nom n'y figurait, mais la formulation suffisait à semer le doute. Qui pouvait en être la source? Qui profitait de cette annonce? La panique cochait sur certains visages, tandis que d'autres y virent une occasion de renforcer leur position. Dans ce climat de méfiance, l'informateur décida d'agir. Il contacta un journal économique influent, révélant la présence d'une consultante inconnue intervenant sans statut officiel dans les décisions stratégiques de la Nexel. Le lendemain, un article en ligne titrait « La femme de ménage qui chuchote aux oreilles du patron ». Le papier était truffé de sous-entendus, manœuvres occultes, conflits d'intérêts, sabotage interne. Tout était suggéré, mais rien n'était explicitement avéré. Rapidement, des échos de cette controverse atteignirent les investisseurs. Les téléphones sonnaient, les mails affluaient. Qui est cette femme? Est-elle rémunérée? Y a-t-il malversation? En interne, les équipes se divisaient. Certains désapprouvaient ce mélange des sphères. C'est une violation de la gouvernance, disaient-ils. D'autres, plus pragmatiques, rappelaient que la performance s'améliorait. Le résultat justifie peut-être le risque. Thibault, alerté, convoqua une réunion d'urgence avec son conseil. Il savait que la transparence de la Nexel était à nouveau en jeu. Soit on nomme Léa officiellement, dévoilant toute la vérité, soit on enterre l'histoire, avec risque de fuite et de suspicion permanente. Face à l'opposition du conseil, ses nerfs furent mis à rude épreuve. Il craignait un scandale de gouvernance, une chute des actions, une perte de confiance irréversible. Au même moment, Léa, alertée, disparut du bureau. Elle avait senti que la tempête approchait, la violence souterraine d'un monde qui réagit mal à celle qui parle sans droit. Elle s'éclipsa, retournant dans l'anonymat qu'elle avait choisi. Sans un mot, elle reprit son rythme habituel. Balayer, nettoyer, s'effacer. Mais désormais, ce silence aurait un prix élevé. Thibault se retrouva en pleine confusion. La femme qui l'avait sauvé ne répondait plus. Il ressentit un vide soudain. L'absence de ses analyses, de ses suggestions, mais surtout de son ancrage moral. Le jeu qu'il avait déclenché pour rire, la farce qui s'était transformée en salut, se retournait contre lui. Il allait devoir décider s'il exposait publiquement Léa pour conclure son plan, ou s'il la laissait partir, au risque que le redressement échoue à nouveau. L'article avait provoqué plus qu'un scandale interne, il avait déclenché une traque. Journalistes économiques, blogueurs d'investigation, chroniqueurs spécialisés en start-up, tous voulaient désormais savoir qui était vraiment Léa Martin. Ce prénom si commun, associé à une silhouette jusque-là invisible, devenait en l'espace de quelques heures le centre d'un mystère parisien. Comment une femme sans fonction officielle avait-elle pu s'introduire au cœur des décisions stratégiques d'une entreprise valorisée à plusieurs dizaines de millions d'euros? Et surtout, pourquoi personne ne savait rien d'elle? Une journaliste indépendante spécialiste des profils financiers atypiques décida d'enquêter sérieusement. Elle remonta les registres universitaires,
interrogea d'anciens professeurs, croisa les bases de données des cabinets de conseil. Peu à peu, un profil autrefois brillant émergea de l'ombre. Léa Martin, diplômée majeure de HEC, mention excellence en mathématiques appliquées à Lyon, ancienne lauréate d'un prix européen d'analyse quantitative à seulement 25 ans. Elle avait travaillé pour 2 des plus grandes firmes d'audit du continent. Puis, soudainement, plus rien. Une disparition totale des radars, comme si elle avait cessé d'exister. L'article parut 3 jours après la première rumeur. Son titre, Léa Martin, la brillante analyste disparue. L'article retraçait sa carrière, ses distinctions, ses publications techniques, puis abordait avec prudence sa disparition après un drame familial. L'unique source sur ce point était un ancien collègue. Elle a tout arrêté du jour au lendemain. Son frère s'est suicidé. Elle ne parlait plus à personne. Elle est partie. La nouvelle fit l'effet d'un séisme. Les critiques devinrent éloges. Ceux qui, la veille encore, la traitaient de menace ou de manipulatrice, se mirent à l'encenser. Le grand public découvrit une femme qui, après avoir brillé dans les plus hauts cercles de la finance, avait choisi l'anonymat. Ce choix, incompréhensible pour beaucoup, devenait presque un acte de résistance. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Elle est l'exemple que le système ignore. Une femme discrète, une génie méprisée. Léa Martin, la justesse silencieuse. Le monde semblait enfin la voir. Trop tard. Thibault, lui, lut l'article seul dans son bureau. Il n'était pas surpris. Il ressentait plutôt une douleur sourde, faite de honte et de respect. Tout ce qu'il avait ignoré, méprisé, tourné en dérision. Il l'avait eu sous les yeux pendant 3 ans. Et elle, au lieu de se venger, avait choisi d'aider, de réparer, de sauver. Il prit une décision. Il la chercherait. Lyon. Il n'y était pas retourné depuis longtemps. Trop provincial, trop lent à son goût. Mais c'est là, selon l'article, que Léa était née et avait étudié. Il se rendit dans les vieux quartiers, interrogea d'anciens voisins, retrouva même la petite librairie où elle venait souvent, autrefois. Une femme âgée s'en souvenait. Elle lisait toujours en silence pendant des heures. On ne la dérangeait pas. Elle cherchait à se cacher du bruit. Finalement, c'est dans un petit appartement aux abords de la Croix-Rousse qu'il la retrouva. Elle ouvrit la porte en silence, le regard surpris mais pas fuyant. Elle n'avait pas changé. Toujours ce calme, cette présence presque éthérée. « Tu as lu l'article, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « Oui. Et maintenant, tu veux que je revienne ?» Il ne répondit pas tout de suite. Ce n'était pas pour sauver sa société qu'il était venu. Il le comprenait maintenant. Il était venu réparer une dette plus profonde. « Je suis venu te demander pardon. » Elle hocha doucement la tête. « Tu n'as pas à le faire. Tu m'as déjà entendu. Et c'est plus que ce que la plupart font. » Ils restèrent là, dans le silence doux d'un appartement modeste, loin de Paris, loin des projecteurs, loin des cris. 2 êtres que tout opposait, réunis par une vérité désormais partagée. Le ciel de Paris s'était couvert ce matin-là, comme pour souligner la gravité de l'instant. Le siège de la Nexel, d'ordinaire si animé par une effervescence propre aux jeunes entreprises, en pleine ascension, semblait engourdi par une attente silencieuse. Dans les couloirs, les employés marchaient vite, la tête baissée, conscients qu'un moment décisif allait se jouer. Les coupes de budget avaient déjà commencé. Les messages flous du conseil d'administration sur la réorientation stratégique ne trompèrent personne. La Nexel était au bord du gouffre. Thibault, seul dans son bureau, fixait la maquette lumineuse de la première version de son produit phare. Il n'y voyait plus une réussite, mais un rappel cruel de ce qu'il avait négligé, la lucidité, l'écoute, l'humilité. Il savait que la réunion d'aujourd'hui serait sa dernière chance. Si les investisseurs refusaient le nouveau plan de restructuration, la société ne passerait pas l'hiver. Il prit une profonde inspiration, serra la liasse de documents qu'il tenait depuis l'aube et se dirigea vers la salle du conseil. Ils étaient là, les visages fermés, les bras croisés, les ordinateurs ouverts, prêts à en découdre. La plupart venaient du Luxembourg, de Zurich, de Londres. Certains avaient soutenu la Nexel dès sa création, d'autres n'étaient entrés qu'au dernier tour de table, attirés par la promesse d'une expansion rapide. Tous, aujourd'hui, doutaient. Et ils attendaient une explication, pas des excuses. Thibault se leva. « Merci à tous d'être venus. Je vais aller droit au but. La Nexel est en crise. Et cette crise, je l'ai provoquée par orgueil, par négligence et par excès de confiance. » Un murmure de surprise traversa la salle.
Jamais Thibaut Moreau n'avait reconnu publiquement une erreur. Il poursuivit « Les données que nous avons présentées jusqu'à présent étaient incomplètes. Les projections biaisées. Si vous maintenez vos investissements sur cette base, vous perdrez tout. Mais si vous acceptez d'écouter ce que je vais vous montrer aujourd'hui, vous découvrirez un plan de sauvetage concret, chiffré et surtout viable. » Il s'interrompit, cherchant chaque regard dans la pièce. « Ce plan n'est pas de moi. Il a été élaboré par quelqu'un que j'ai méprisé, puis ignoré, puis écouté, et qui a sauvé cette entreprise bien avant que je ne le réalise. Son nom est Léa Martin. » Les regards s'échangèrent. Des chuchotements montèrent. Un homme au fond de la salle demanda « Est-ce la même personne mentionnée dans la presse ?» Thibaut acquiesça. « Oui, elle n'est pas une imposture. C'est une analyste brillante, au parcours exceptionnel, que j'ai eu la chance de croiser. J'assume l'avoir laissée dans l'ombre, et je suis ici pour défendre non seulement ses idées, mais sa légitimité. » Il projeta alors les slides de la présentation conçue avec Léa. Graphique précis, tableau synthétique, répartition des coûts, restructuration progressive et surtout, projection corrigée sur 2 ans. Le tout accompagné de mesures de sauvegarde, réduction progressive de la masse salariale par redéploiement, abandon des projets non rentables et focalisation sur 2 marchés porteurs. Chaque ligne, chaque variable avait été pensée, testée, modélisée. Lorsque la présentation prit fin, le silence régna. Aucun applaudissement. Pas d'objection immédiate non plus. Puis la voix du même homme se fit entendre. « Et où est-elle? Pourquoi ne pas la laisser défendre elle-même son travail ?» Thibaut baissa légèrement les yeux. « Elle ne veut pas être instrumentalisée. Elle n'a pas besoin d'être là pour que ses chiffres parlent. Mais je comprends qu'il est difficile de croire sans voir. » Un autre investisseur, plus jeune, prit la parole. « Ce plan est solide, mais il est risqué. Si nous validons, nous devons assumer une restructuration profonde. C'est un pari. » Thibaut le fixa. « Oui, mais cette fois, c'est un pari fondé sur l'intelligence, pas sur l'image. » La réunion semblait sur le point de basculer. Les investisseurs échangèrent à voix basse. Certains sortaient, d'autres téléphonaient. Thibaut resta seul un moment, ses documents en main, le cœur battant. Tout ou rien. S'il refusait, la Nexel mourrait dans la semaine. C'est alors que la porte s'ouvrit. Et Léa entra. La porte se referma doucement derrière elle. Léa se tenait droite, vêtue simplement, un tailleur sombre sans ornement, son carnet de cuir à la main. Le silence dans la salle était total. Chaque regard s'était tourné vers elle, certains empreints de scepticisme, d'autres d'une curiosité mêlée de gêne. On aurait cru voir un personnage de roman surgir dans une salle de marché. Thibaut, figé à l'avant, recula d'un pas. Il ne s'attendait pas à sa venue. Il ne l'avait pas appelée. Elle avait pris cette décision seule. Elle avança lentement, posant son carnet sur la table, puis releva les yeux vers l'Assemblée. « Je suis Léa Martin. Ce que vous avez entendu sur moi dans les journaux est vrai et faux. J'ai été analyste, j'ai été décoré, j'ai été invisible. Je suis aussi cette femme de ménage dont vous avez peut-être souri en lisant les titres. » Sa voix était calme, posée. Elle ne tremblait pas. Elle ouvrit son carnet, sortit une feuille soigneusement pliée et la déposa sur la table centrale. Ce document contient un complément de projection que nous n'avons pas présenté. Il s'agit d'un scénario de croissance modérée mais constante sur 18 mois, basé sur les hypothèses les plus prudentes. Je vous invite à le lire ou à me laisser vous l'expliquer, car ce n'est pas votre argent que je veux sauver. C'est votre capacité à écouter des vérités simples, dites sans costume ni pedigree à jour. Elle alluma le projecteur, connecta une clé USB et afficha une série de courbes. La projection était limpide. Même en intégrant un scénario de contraction du marché de 10%, la restructuration permettait à Nexel de maintenir un flux positif dès le 9e mois. Aucun graphique n'était enjolivé. Aucune promesse de rendement extravagant. Juste une reprise lente, solide, structurée. Un investisseur âgé qui n'avait pas encore parlé leva la main. « Pourquoi êtes-vous restée dans l'ombre, mademoiselle Martin ? Avec vos compétences, vous auriez pu diriger une entreprise comme celle-ci depuis des années. » Léa le regarda, puis répondit simplement « Parce que je ne voulais plus d'un monde où la parole est une arme et non un outil. Parce que je cherchais le silence. Et parce que parfois, tout ce qu'une voix cherche, c'est à être entendu, une fois, juste une fois. » Un autre investisseur, visiblement ému, se pencha vers son voisin.
Puis, dans un geste rare, se leva. « Je valide le plan, à condition que vous, mademoiselle Martin, soyez consultée à chaque étape. » Un à un, les autres suivirent. Le murmure de validation parcourut la salle comme une vague discrète, mais irrésistible. La Nexel était sauvée. Pas par un miracle, pas par un coup de génie, mais par une équation juste, portée par une voix longtemps ignorée. Thibault ne parla pas. Il regardait Léa avec un respect qu'il ne savait pas encore nommer. Il avait gagné, ou plutôt elle leur avait fait gagner. Et le monde, pour une fois, avait su écouter ce qu'il n'aurait jamais dû mépriser. Quand la réunion se termina, Léa s'approcha de Thibault. « Je repars à Lyon ce soir. J'ai besoin de temps. » Il acquiesça. « Je comprends. Tu sais où me trouver. » Elle sourit, presque imperceptiblement, puis tourna les talons. La salle se vida, les documents furent rangés, mais une page venait de se tourner. Et avec elle, l'histoire d'une entreprise, d'un homme et d'une femme qui avaient choisi d'exister autrement. Les semaines qui suivirent furent marquées par un changement de ton dans tout l'écosystème de la Nexel. Le conseil d'administration, jusqu'alors rigide et méfiant, adopta un comportement plus souple, presque prudent. Les investisseurs, confortés par la clarté du plan, cessèrent leurs pressions immédiates. L'entreprise, autrefois à la dérive, retrouvait peu à peu sa direction, grâce aux réformes stratégiques mises en œuvre avec rigueur. Thibault, pour sa part, s'était métamorphosé, non pas dans son apparence ou ses discours publics, toujours aussi maîtrisés, mais dans sa manière d'être au quotidien. Il passait plus de temps à écouter ses équipes, à comprendre les inquiétudes de ceux qu'il n'avait autrefois jamais regardés. Il avait appris à poser des questions sans prétendre connaître déjà les réponses. Il se surprenait même à se lever plus tôt, à lire les comptes rendus détaillés que jadis il balayait d'un geste. Léa, restée à Lyon quelques semaines après sa réapparition publique, accepta un appel de Thibault qui ne contenait ni exigence ni supplique, juste une invitation claire, respectueuse. « J'aimerais que tu rejoignes officiellement la direction financière, à ta manière, à ton rythme. » Elle hésita. Elle savait ce que cela impliquait. Une exposition qu'elle avait toujours fui, un retour au cœur du système qu'elle avait quitté avec douleur. Mais elle sentait aussi que les choses avaient changé, ou du moins que Thibault avait changé. Elle revint à Paris discrètement, évitant les caméras et les articles qui tentèrent de l'ériger en symbole. Elle accepta un bureau sobre, éloigné du cœur du siège, sans plaque ni flambeau. Son titre était clair, directrice des analyses stratégiques. Mais elle ne donnait pas d'interview, ne participait pas aux événements publics et ne s'immisçait jamais dans les débats de surface. Elle venait, elle travaillait, elle rentrait chez elle. Son influence se mesurait dans les décisions cohérentes, dans les marges redressées, dans les erreurs évitées. Au sein de l'entreprise, certains peinaient encore à comprendre sa présence. Une partie du personnel restait figée sur son image de femme de ménage devenue analyste, comme si le contraste était trop violent pour être accepté sans malaise. Mais d'autres, plus jeunes, voyaient en elle un exemple rare de sincérité et de compétence silencieuse. Son nom circulait dans les couloirs comme une sorte de murmure respectueux, une force tranquille au centre du renouveau. Thibault l'invitait parfois à déjeuner dans son bureau. Ils parlaient peu. Le silence entre eux n'était plus pesant, mais complice. Ils n'avaient pas besoin de se rappeler ce qu'ils avaient traversé. Chacun savait ce que l'autre représentait désormais. Il n'y avait pas d'ambiguïté, pas de jeu de pouvoir, juste une reconnaissance mutuelle, pure, inédite. Un jour, en refermant un dossier particulièrement complexe, Léa lui dit « Tu ne verras jamais mon nom dans un bilan. Et pourtant, si tu continues sur cette voie, tu n'auras plus besoin qu'on te dise que tu as bien agi. » Thibault acquiesça. Il savait qu'elle avait raison. La Nexel, grâce à elle, avait non seulement survécu, mais entamé une mue profonde. Il savait aussi que son propre regard sur le monde avait changé. Il ne regardait plus les gens de la même manière. Il ne supposait plus qu'une apparence définissait un potentiel. Il avait appris, dans la douleur, dans l'humilité, dans l'admiration, que la vérité se cache souvent là où personne ne pense à regarder. La reconnaissance officielle de Léa, pourtant, ne vint pas dans un communiqué. Elle vint dans les chiffres, dans les comptes équilibrés, dans les rapports sans faute, dans la courbe ascendante des résultats. Et cela lui suffisait. 6 mois plus tard, la Nexel était devenue un cas d'école dans les revues économiques européennes. Non pas pour sa technologie, ni même pour la fulgurance de son redressement, mais pour l'originalité de son parcours,
et la métamorphose discrète mais profonde de son leadership. Les investisseurs qui avaient frôlé le retrait total parlaient maintenant de miracles méthodiques. Les concurrents, auparavant arrogants, tentèrent d'imiter certaines de ces réformes internes. Les cabinets de conseil demandaient des entretiens sans jamais vraiment comprendre l'origine réelle de cette transformation. Mais ce n'était ni un miracle ni un modèle reproductible. Ce qu'ils appelaient de redressement n'était que l'effet visible d'une révolution silencieuse, celle d'un homme qui avait cessé de parler pour apprendre à écouter, et celle d'une femme qui avait accepté d'être entendue une fois au bon moment. L'entreprise organisa une cérémonie privée pour célébrer son 10e anniversaire. Rien d'ostentatoire, mais une soirée sobre dans un ancien hôtel particulier rénové, où se réunirent anciens collaborateurs, partenaires historiques, membres de la presse spécialisée. Thibault, d'ordinaire très sélectif avec ses apparitions publiques, insista pour prendre la parole. Il monta sur scène devant un écran projetant les images de la Nexel à ses débuts, des bureaux improvisés, des prototypes artisanaux, des soirées de codage. Puis, il regarda la salle. Il y avait là des regards qu'il avait vu chuter, d'autres qui ne le connaissaient que depuis sa remontée. Il inspira profondément. Je pourrais vous parler de croissance, de technologie, d'innovation, mais ce n'est pas cela qui a sauvé la Nexel. Ce qui l'a sauvée, c'est une personne que j'ai longtemps ignorée puis méprisée avant de l'écouter. Cette personne ne cherchait ni pouvoir ni reconnaissance. Elle voulait juste que quelqu'un entende ce qu'elle voyait. Un murmure parcourut l'assistance. Certains devinèrent de qui il parlait, d'autres non. Il poursuivit « Je ne vais pas raconter son histoire à sa place. Je veux seulement dire ceci. Parfois, ce dont une entreprise a besoin n'est pas d'un nouveau produit, mais d'un nouveau regard, d'une voix qu'on n'a jamais écoutée, d'une vérité que personne ne veut entendre parce qu'elle ne vient pas du bon endroit. » Il se tourna légèrement vers un côté de la salle. « Léa Martin, vous êtes la raison pour laquelle nous sommes encore debout aujourd'hui. Sans vous, la Nexel ne serait qu'un chapitre de plus dans les archives des promesses non tenues. » Un projecteur se braqua doucement sur Léa, assise à une table du fond. Elle se leva lentement, visiblement émue mais digne. Elle s'avança jusqu'à la scène, refusa le micro que Thibault lui tendait, puis s'adressa à la salle sans artifice. « Je n'ai jamais cherché à diriger, ni à convaincre. J'ai juste fait ce que je savais faire. Écouter les chiffres, lire ce qu'on ne regarde plus, et parfois dire ce qu'on préfère ne pas entendre. » Elle marqua une pause. « Mais ce soir, je dirai seulement ceci. Parfois, tout ce que quelqu'un attend, c'est d'être entendu. Juste une fois. Vraiment entendu. » Un silence profond s'installa. Puis, lentement, les applaudissements commencèrent. Ils ne venaient pas des premiers rangs, mais du fond de la salle, des techniciens, des anciens, des oubliés. Ils montèrent, se répandirent, emplissant la pièce d'un écho vibrant. Une ovation debout, pas pour une image, pour une présence, pour une voix retrouvée. Léa redescendit, discrète, comme toujours. Mais ce soir-là, elle n'était plus invisible. Elle était devenue ce que même le pouvoir ne peut acheter, une vérité incarnée. Et Thibault, en la regardant, sut que son plus grand succès n'était pas d'avoir sauvé la Nexel, mais d'avoir appris enfin à écouter.